Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Thaïlande, pas très loin du Tao Garden, pas très loin de Chiang Mai, enfin, en plein milieu de la campagne, on peut dire, hein, Jean-Marc. On peut dire ça. Alors, je retrouve un Français ici, c'était pas du tout prévu, cette interview n'était pas prévue, ce soin non plus que je viens de vivre n'était pas prévu. C'est à travers d'une rencontre d'ailleurs, hein, ça se passe comme ça par ici et partout dans le monde d'ailleurs, où on rencontre quelqu'un, et puis d'un seul coup on entend parler de ce soin, on entend parler de ce Français qui est en Thaïlande, qui fait des soins avec des sons, des vibrations, attention, il y a quelque chose qui va se passer, ok, j'y vais, je me sens appelée, et nous voilà, on vient de se rencontrer, on vient de faire ce soin, et je voulais en savoir un petit peu plus sur ton parcours, parce que c'est pas rien de se retrouver comme ça en Thaïlande, ça fait longtemps que tu es ici? Alors moi en Thaïlande, ça fait 11 ans que j'habite en Thaïlande, mais ça fait plus de 25 ans que je vis en Asie en fait. Ouais, t'as vécu au Tibet aussi 10 ans? Mais là c'était pour mon cursus monastique, dans un monastère, enfin c'était Tibet-Népal, hein, c'était un cursus monastique dans le monastère, hein, donc On peut dire que tu es moine? je suis plus Tu as été. moine, j'ai été moine très longtemps, je suis plus moine puisque je vis plus dans un monastère, donc j'ai plus à suivre les règles du monastère, mais oui, le cœur est toujours pareil. Ouais. Le C'est des cœur. pratiques régulières, des mantras, qu'est-ce qui se passe dans un monastère? Alors au monastère, ça va être axé principalement sur l'étude de la philosophie, la pratique de la méditation, enfin tout ce qui est, c'est consacré 100% de son temps du matin au soir et la nuit à l'étude, à la pratique, à la méditation, et puis dans mon cas, à l'attention aux autres moines, puisque je vais m'occuper de leur éducation. Donc voilà, donc c'était Et très à un cher. moment, tu t'es dit, c'est plus pour moi. Bah, après le monastère, c'était pas une finalité en soi. Étudier la philosophie quelle qu'elle soit, travailler sur une transformation spirituelle quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à développer ses qualités d'amour, de compassion, de joie, de paix, dans un contexte monastique, c'est facile. Ouais. C'est facile, on n'a pas de soucis, on n'a pas de facture, on n'a pas de... on n'a aucun souci au niveau d'une vie traditionnelle comme on peut avoir dans les sociétés. Alors après, sortir du monastère, repartir dans une vie connectée avec les sociétés, avec la société, c'est là où on voit si c'est efficace ou pas ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui se passe alors au niveau de la transition? Il y a un choc, on s'adapte, on est prêt, on essaye de se préparer. Et On puis, doit être prêt. ouais. Si, Si le travail a bien été fait, ouais. si le travail a bien été fait, c'est-à-dire que si vraiment, vraiment on a euh, travaillé profondément sur soi, si ce qu'on a fait est vraiment réalisé, c'est-à-dire que ça a apporté des transformations, il n'y a aucun souci. Ouais. Puisque ce qu'on appelle le samsara, donc le cycle des enfin disons là, la vie comme on peut la concevoir dans nos vies au quotidien, et le nirvana entre guillemets qui serait un Presque un idéal ou un paradis. idéal, mais qui en fait est juste un état d'esprit, c'est-à-dire un état qu'on va atteindre au niveau de l'esprit. On se rend compte que ce sont que les deux aspects d'une même chose. Samsara, Nirvana, ce sont les deux choses qui existent conjointement. Ils sont les deux parties d'une même. C'est le yin et le yang du Tao. Donc c'est le fait d'aller en dehors de la dualité. Ouais, donc dans la non-dualité là. Oui. D'être vraiment dans cette non-dualité où même quand on parle d'un chemin spirituel ou d'un cheminement spirituel, de se rendre compte que ce cheminement spirituel, il n'est pas différent ou séparé de ma vie au quotidien. Je suis le même quand je fais une méditation assise que quand je vais au restaurant ou que quand je vais dans une boutique. C'est la même chose. On a Donc, tendance à cloisonner quand même, hein. on a tendance à cloisonner, Dans l'idéal, bien sûr, c'est... mais dans l'idéal, c'est ça en fait. C'est de sortir de ce cloisonnement. Donc, comme on disait tout à l'heure, d'ouvrir les espaces intérieurs, d'ouvrir l'espace au niveau du corps, d'ouvrir l'espace au niveau de l'esprit, au niveau de comment j'expérimente le monde à travers mes émotions, et d'être capable de comprendre que je peux vivre tout ça sur un même plan, sur une même plan, enfin, sur une même vibration égale en fait, et que j'ai pas besoin d'être spécifiquement en méditation, en train de pratiquer du qigong, du yoga, pour être dans cette
espace spirituel en fait. Alors, c'est un peu... Il y a une certaine forme de discipline quand même, de régularité, de travail. Enfin, toi, tu enseignes la méditation, le qigong, tu fais des soins ici, tu voyages. Il y a quand même une forme de routine ou de certaines formes d'habitude ou de discipline ou de régularité qui fait que tu atteins ça ou à un moment, on reste dans cet espace. Non, il faut au début avoir une discipline très forte, une motivation très forte. Ça commence avec la motivation en fait. C'est pourquoi je veux faire ça. La motivation est peut-être la clé en fait, la première clé de observer sa motivation et après d'avoir vraiment une discipline. Au début c'est une discipline pour beaucoup parce qu'il faut un peu se forcer quand même, si c'est pas dans notre état naturel. Donc il faut se forcer un peu, mais si vraiment on voit au-delà de ça, on va se rendre compte que la discipline en fait elle a disparu depuis longtemps et c'est devenu on mange. On mange, le corps a besoin de manger. L'esprit a besoin aussi d'avoir sa nourriture. Et cette nourriture, elle est donnée par la méditation, elle est donnée par l'étude de choses plus philosophiques, elle est donnée par une pratique du yoga, par la pratique du qigong, enfin, tout ce qui peut nous reconnecter avec cette dimension intérieure en fait. Donc, au début, c'est une discipline, mais après, c'est quelque chose d'essentiel. Tu as étudié donc la médecine chinoise, on peut dire l'ostéopathie, le corps, l'anatomie humaine, etc. Et maintenant, je veux dire, comment t'en es arrivé là à faire ces séances qui sont originales, uniques, et ça c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, dans laquelle tu as l'air de vraiment de prendre plaisir et de transmettre. C'est vibratoire, c'est ça ? C'est vibratoire, c'est rentré. En fait, c'est un peu le résultat de l'étude de l'ostéo il y a très longtemps, l'étude de la vibration, l'étude de comment utiliser le son, le fait de la médecine chinoise, enfin, les massages thaï, enfin, différentes techniques qu'on peut trouver. Mais c'est pour arriver en fait à une séance qui, elle, s'axe plus au niveau de la vibration et du toucher intuitif, c'est-à-dire de laisser le corps parler pour savoir ce qu'il y a à faire en fait. Donc ça peut se matérialiser ou ça peut se réaliser à travers des pressions, à travers des sons, pour quelque chose de vibratoire, à travers des manipulations, mais sans toucher le corps par exemple. C'est-à-dire en Qigong, on va travailler dans l'air, on va travailler à distance, on va travailler plus sur des plans énergétiques en fait. Donc c'est un peu combiner tout ça pour mettre en harmonie tous nos différents plans en fait. Notre plan physique, notre plan émotionnel, notre plan spirituel, notre plan psychique, enfin tout ce qui fait toutes ces différentes couches qu'on peut avoir et qui fait qu'on existe en tant qu'être humain. Et il y a des blocages, on est d'accord, à différents niveaux. Des fois, tu as des personnes avec une énorme douleur physique, des fois, c'est émotionnel. C'est quoi la différence au niveau du ressenti en fonction de ces différentes couches et différents plans ? Comment ça se passe pour toi ? Ça va. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est toujours un voyage. Travailler avec quelqu'un d'autre, essayer de redonner ou de ramener une harmonie pour quelqu'un, c'est un voyage. Et ça va se manifester par des ressentis, en fait. C'est-à-dire que c'est laisser... On est juste un transmetteur, on est juste quelqu'un qui est là pour laisser passer ce flux, en fait. Donc il n'y a pas à imputer quelque chose non. Il faut juste rester comme ça, laisser le flux se manifester et laisser le corps parler. En fonction du corps, s'il y a un problème physique, on va travailler d'une façon un peu plus physique, c'est-à-dire qu'on va aller travailler sur la structure. Si c'est moins structurel, on va travailler plus sur l'émotionnel, on va travailler plus sur le nerveux, des fois, on va travailler plus sur le spirituel. C'est le corps qui va... C'est ce que va donner le corps. En fait, c'est les blocages qu'on va rencontrer chez une personne, de toute façon, même quand il y a une très forte douleur physique, souvent c'est relié aussi à une très forte expérience émotionnelle. Donc c'est de remettre en marche tout ça et de retrouver comment c'est manifesté
la maladie en fait, ou le problème, ou ça, ou ça. Ça arrive comme ça, j'ai envie de dire. Ça arrive comme ça. Je veux dire, ça atteint différentes couches. Oui, Jusqu'à temps que ça atteigne le physique. tout à fait. Plus ou moins rapidement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir des problèmes physiques dus à des malformations, dus à des choses à la naissance. Mais la plupart de nos maladies, de nos problèmes, souvent vont être générés par une expérience émotionnelle et le corps va manifester en fait cette douleur. Parce que le mental n'arrive pas à contrôler ou même à se libérer de cette souffrance, le corps va matérialiser ça. Et là, ça se cristallise. Et là, ça se cristallise et en fonction de l'endroit, on va pouvoir définir si c'est des problèmes au niveau pulmonaire, peut-être qu'il y a un gros bagage de tristesse qui reste là, lié à une émotion. Si c'est plus au niveau du foie, c'est une colère qui est rentrée, voilà. Donc chaque organe... Tout à la fois. On peut très bien avoir, oui, de la colère, de la tristesse. Et donc quand on commence à toucher un peu tout ça, on commence à dénouer. C'est des nœuds en fait, il faut les enlever un par un et dans l'ordre. Là, tu te sens guidé. Dans l'ordre, comment savoir quel ordre? On peut se dire qu'il y a une forme de guidance dans le sens où on laisse en fait se manifester cette connexion qu'on peut avoir avec le monde extérieur en tant que praticien, hein, de celui qui va donner, de laisser ce flux d'énergie en fait se manifester et circuler librement à travers soi pour pouvoir le passer. Ouais. C'est pas redonner le mouvement, puisque le mouvement est là. À partir du moment où on est en vie, il y a ce mouvement. Mais c'est d'ouvrir un peu plus, d'enlever là où il y a des blocages, pour que cette harmonie puisse à nouveau se manifester chez l'autre. Donc on parle d'auto-guérison, c'est aider, favoriser l'auto-guérison. C'est petit à petit appeler le corps, appeler l'esprit, appeler notre cœur à reconnaître et à savoir qu'on peut aller sur un chemin, oui, d'auto-guérison en fait, qu'on peut s'auto-guérir. On peut être à la fois le thérapeute et le patient. Et comment ça se fait que des fois, ça se passe pas, cette guérison se passe pas, cette auto-guérison se passe pas, il faut plusieurs fois ou plusieurs séances ou énormément de travail dessus. Est-ce que c'est forcément lié qu'à cette vie? Est-ce que les blessures sont tellement là présentes que ça va mettre du temps, peut-être une vie? Après, ça va dépendre d'abord du trauma. Si c'est un trauma très lourd, c'est pas évident s'en... On dit qu'il y a des choses qui s'inscrivent à l'intérieur comme si c'était tracé sur le sable, sur la plage. Il suffit que la mer arrive et ça s'efface. Il y a des choses qui vont s'inscrire dans la roche. Ça va s'effacer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et on a des traumas, des expériences émotionnelles qui aussi sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir tout de suite laisser partir. Et il y a des choses... Et on est prêt aussi. Et on est prêt. Et il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir, ça va être très très dur. Il y a des choses qu'on pense avoir, mais elles sont toujours là. Et dès qu'il va y avoir un contexte extérieur qui ramène à une situation similaire, on va retomber en fait dans cette forme de souffrance-là. Donc c'est très subtil et c'est pas évident, hein. Pour beaucoup de personnes de vraiment se libérer, ça prend du temps, hein, se libérer de ces souffrances, se libérer de... Alors en plus, si le corps, lui, a aussi des problèmes, je sais pas, de structure, on a mal au dos, on a de la comment on appelle ça, de l'arthrite, on a des trucs, enfin, plus on vieillit, moins le corps physique est capable de donner aussi son énergie. Donc, on a l'impression de rentrer dans un cycle où tout compte fait, c'est non, en fait, on peut aussi ouvrir ce qu'on appelle un cercle de guérison à l'intérieur, c'est-à-dire connecter tout ça et reconnaître que de toute façon, le vieillissement, c'est quelque chose de naturel. C'est notre... à partir du moment où on est, c'est notre finalité. Mais c'est pas une obligation de mal vieillir. Oui, exactement. Exactement. On peut on peut transformer tout ça. Ouais. On peut rentrer. Et plus on rentre dans ce dialogue intérieur, plus on ouvre ces espaces intérieurs, c'est un peu retrouver cet espace sacré qu'on a en soi. Et dans cet espace, on va pouvoir travailler. Hein, c'est par exemple, c'est découvrir ce mandala intérieur.
Et découvrir que quand on va au centre de ce monde à l'intérieur, je retrouve mon aspect divin. Divin, ça ne veut pas dire d'être un dieu, hein, c'est que je retrouve cet aspect où je suis meilleur que ce que je suis. C'est Il y a ça. quelque chose de plus grand qui est là. C'est développer mes qualités en fait. Donc il faut se rendre compte qu'on est dans un système de vie où généralement ou habituellement on fonctionne avec nos négativités. C'est très facile de donner ma colère, ma jalousie, mon nez. C'est beaucoup plus compliqué de donner mes qualités. Faut que donner de l'amour, il faut que ce soit dans un certain contexte, avec certaines personnes. Donc c'est toujours ma colère, il n'y a pas de problème. Hein. En quart de seconde, ça y est. Il n'y a pas besoin de planifier. Donc il faut. Il est au rendez-vous quand on Donc il faut essayer de basculer. Il faut faire ce basculement où je décide de ne plus utiliser mes négativités ou de commencer à comprendre comment j'utilise mes négativités pour laisser mes qualités se manifester. Et à partir de là, je vais pouvoir laisser ça grandir, on dit fleurir dans le cœur et pouvoir générer une quantité de qualités que je peux donner sans rien attendre en retour et sans jamais être en manque de ces qualités. Donc ça se travaille, hein, c'est quelque chose qui se travaille. Il arrive un moment où, on dit que cette transformation, ce total renversement intérieur se réalise, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'on obtient un état vraiment stable et permanent. Est-ce qu'on peut appeler ça un état d'éveil ? On pourrait l'appeler état d'éveil ou toucher ce qu'on appelle le plan du nirvana, par exemple. C'est-à-dire cet état d'esprit où on n'est plus dans cette dualité. Donc il arrive un moment où vraiment on est là-dedans et que n'importe quel événement extérieur ne nous touche plus. C'est pas que ça a Je suis un cabois, ça nous... C'est la vie qui se manifeste. C'est aussi Mais non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'émotions, qu'on ne va pas peut-être avoir aussi des maladies, être malade. Enfin bon. Mais comment on va... La relation qu'on va avoir avec tout ça va être complètement différente. Ouais. C'est complètement différent. Tout en étant bien enraciné et ancré sur terre, on est d'accord. C'est pas une question de... Non. Être, par exemple, pratiquer la méditation, c'est tout sauf voler dans les nuages. Hein. Non, mais c'est un axe de bien continuer non pas d'être observateur, parce que des fois quand on en parlait de non-dualité, on est observateur de la situation, puis dans le coup on sent des personnes qui ne sont plus là bien présentes. On sent que tu es bien là, bien ancré, bien relié, il y a cet axe tertiel, mais des fois ça arrive, tu vois ce que je veux dire, qu'il y a ce côté un peu planant pour essayer de se détacher de la réalité. Oui, on ne parle pas de ça. Non, l'aspect planant, c'est pas un aspect de réalisation méditative, c'est un obstacle. Ouais. Normalement, on doit être très bien axé, bien ancré. L'esprit doit être lumineux, clair, mais vraiment limpide et fort. C'est-à-dire que c'est un peu une ampoule qui est allumée, mais qui a des fois sont un peu faibles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a on voit que l'énergie qui est dedans, elle n'est pas terrible. L'esprit, c'est pareil. Il faut que l'esprit soit clair et que la lumière est vive. C'est-à-dire c'est quelque chose de tout. Donc c'est tout sauf être avachi ou machin ou être non. On est d'une lucidité. On dit que l'esprit est comme le tranchant du sabre. C'est-à-dire que quelque chose tombe dessus. C'est-à-dire qu'on a cette aptitude de pouvoir répondre ou agir en fonction de chaque situation et pas de réagir. Ouais. Et c'est pas de la maîtrise. C'est ni du lâcher-prise. Non, c'est quelque chose qui arrive à un moment avec la pratique, se manifeste d'une façon naturelle en fait. C'est retrouver l'état naturel de l'esprit. Et ça met plus ou moins longtemps. Ça met plus ou moins longtemps. C'était quoi ton déclic ? Oh, ça remonte à très longtemps. Moi, mais le déclic, il y a bien eu un moment où, waouh. Le déclic par rapport à quoi ? Être dans cet état justement où l'esprit est lumineux, où d'un seul coup il y a plus de lumière que d'ombre, où le passé est le passé, où on est vraiment dans le présent. On s'en rend pas compte comme ça en fait. Parce que une des clés aussi, c'est de ne pas s'attacher à ce qu'on fait, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attente du résultat d'une expérience.
Donc c'est avancer, avancer. Et puis il y a un moment où sur le chemin, des fois on se retourne, on regarde, et là on se rend compte qu'il y a quelque chose à changer en fait. Que notre façon de voir les choses, notre relation avec les autres, comment on parle avec les autres, a complètement changé. Et la maîtrise vient à partir du moment où je commence à comprendre qu'il faut que je contrôle mes 3 portes. La porte de ma parole, la porte du corps et la porte de l'esprit. C'est les 3 portes par lesquelles j'expérimente le monde et que je manifeste dans le monde. Donc comment je parle aux gens, ce que je pense et ce que je fais de mon corps, ça c'est vraiment le chemin spirituel. Et qui amènera justement. Oui, on peut arriver par une porte plutôt qu'une autre, on est tous amenés. Bien sûr, mais petit à petit on sera obligé de travailler sur ces 3-là. Ouais, on ne peut pas y échapper. On peut pas bien parler, s'occuper de son corps et avoir des pensées complètement, je sais pas, de haine ou de colère. Ça marche pas. On peut pas avoir un esprit clair, parler clairement et puis avoir un corps qu'on maltraite, par exemple. Qu'on nourrit mal, voilà. Donc ça peut pas marcher. Il faut que les 3 tranquillités soient ensemble. Et la spiritualité dans tout ça alors ? C'est pas une porte ? C'est les 3 portes qui amènent la spiritualité. La spirituelle est là. Et on n'est pas séparé de notre état spirituel, c'est-à-dire lié à l'esprit. Donc ça n'a rien à voir avec les religions. La religion, c'est un véhicule de croyance qu'on va prendre pour cheminer en fait. Mais le cheminement spirituel, il est au-delà des religions. Donc c'est de se rendre compte que je suis pas différent de quand je suis en méditation, quand je fais du qigong, quand je suis en train d'enseigner. Je suis la même personne, le même maître que quand je vais manger au restaurant, que quand je vais lire un livre, que quand je vais aller dans une boutique acheter des choses, quand je vais au marché, je suis exactement la même personne. C'est encore le fait de ne plus être dans cette dualité où il y a moi à l'extérieur, moi à l'intérieur. Moi au travail, moi dans ma vie perso. Moi en fonction du monde, voilà. Là où quelque chose se réalise, c'est quand ça disparaît d'une façon naturelle en fait. C'est-à-dire cette dualité n'est plus là. On ne s'en rend pas compte en fait. Il n'y a que dans nos comportements, dans ce qu'on fait, qu'on peut s'en rendre compte en fait. Le cœur est beaucoup plus léger de vivre ainsi. Le cœur est plus léger, l'esprit est plus léger, le corps est plus léger. Et donc dans la séance, quand on est en séance avec toi et qu'il y a ces sons et que tu comme créer cet espace intérieur ou déverrouille ou décristallise, on peut dire des choses bloquées, on ressent, je veux dire, il y a qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de ces portes-là ? C'est comme si tu ouvrais ces portes-là et puis après elles se referment pas ? C'est en fait, générer des choses dans le corps, à travers la vibration, à travers le toucher, à travers plein de choses. C'est toucher des nœuds, en fait, à la fois physiques, émotionnels, spirituels aussi, liés à nos croyances, à nos superstitions, enfin tout. Et c'est donc de toucher ça et de créer, d'ouvrir, de générer des espèces de circuits, en fait, qui vont continuer à travailler. C'est-à-dire qu'une séance, même en ostéopathie, une séance ne s'arrête pas à la séance. Elle continue. Donc généralement, on laisse un peu de temps entre chaque séance pour voir comment à la fois les 3 plans travaillent, le physique, l'émotionnel, le spirituel, enfin tout ce qu'on veut. Il faut laisser le temps au corps et à l'esprit de travailler et d'arriver à une forme de réalisation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a ouvert, qu'est-ce qui est en train de travailler, comment ça va se manifester. Si on cumule trop de choses, des massages, des trucs, on ne laisse pas cet espace justement. Donc c'est un peu dur d'enchaîner, de comprendre comment le corps, l'esprit peuvent se libérer, comment le processus de guérison, comment le processus se manifeste en fait. Il faut laisser au temps la guérison. Il faut laisser la guérison, il faut qu'elle ait le temps de se manifester en fait. Donc si je cumule, des fois ça peut être même négatif. Par exemple, quand on pratique du qigong, si on fait du qigong, mais qu'on ne s'occupe pas d'abord de ses problèmes physiques, c'est-à-dire si on a des problèmes de dos, le fait de travailler l'énergie, au lieu d'apporter du bienfait, va augmenter en fait le problème. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'occuper de la santé du corps, de l'esprit, pour pouvoir après générer une énergie. Sinon, c'est un peu comme mettre une énergie super puissante dans un
un contenant qui ne peut pas supporter cette énergie en fait. Donc il faut d'abord s'occuper de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas bien, et après petit à petit, pour ça qu'il y a un Qigong médical pour justement travailler là-dessus. Parce qu'on y accède de temps en temps comme une grâce qui nous tombe dessus. On a tous vécu ces moments d'unité où on se sent béni, où on est dans un état. Mais là, on parle d'avoir la structure du corps qui accueille ça sur des périodes beaucoup plus longues. Exactement, exactement. Dans la vie, en fait, on a des moments de contemplation, d'instants de vie où on a touché à quelque chose. C'est justement, c'est de se rendre compte, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qu'on peut amener à être dans une permanence, en fait. Donc on les prend comme des états de grâce, comme des moments où... Mais en fait, c'est ça, le cheminement spirituel, c'est de se rendre compte qu'on peut arriver à cet état, en fait, qui est un état naturel. C'est parce qu'il est perturbé par nos émotions, par nos pensées, par nos négativités, enfin par toutes ces choses-là, qui fait que, par notre désir, notre jalousie, le fait qu'on n'est jamais content parce qu'on veut toujours plus ça, et qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a tout. On a l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne se rend jamais compte qu'on est des êtres complets. À partir du moment où je prends contact avec moi-même à l'intérieur, que je rentre dans cette dimension du cœur, la seule chose que je réalise, c'est que je suis complet et que je n'ai besoin de rien d'autre. C'est tout. Et ça, c'est l'harmonie complète. Évidemment, si on a des choses autour, tant mieux, c'est là pour nous. Mais si on ne les a pas, c'est la même chose. Donc, à partir de là, je coupe tout de suite ce principe de désir, d'attachement à ça. Donc quand on est en souffrance et on a des moments de négativité, et c'est un peu une spirale négative et difficile, pour stopper ça, ou pour retrouver un flow, ou retrouver qu'est-ce que tu conseilles C'est simplement, c'est méditer, c'est se poser, c'est être reconnaissant de ce qu'on a. Méditer, ça peut être un peu difficile si vraiment on est dans méditation, ça demande à être actif. Hein. Donc, il faut mieux peut-être opter pour des disciplines moins contraignantes au niveau de la motivation, parce que la méditation, ça demande d'être vraiment là, quoi. Mais on peut aller vers des choses qui peuvent être soit des pratiques, pourquoi pas, de Qigong, de yoga, soit des pratiques de relaxation, soit pourquoi pas faire des séances de sophrologie. Enfin, essayer de sortir, en fait, c'est sortir du cercle qu'on a entraîné ça. Et souvent, c'est nous qui l'avons construit, le cercle. Donc, on peine des fois à voir comment on peut sortir du cercle parce qu'on n'arrive pas, à sortir de ça. Et de commencer à avoir un regard un peu d'observateur. Attends, oui, peut-être que là, au lieu de rester sur ça, peut-être si je m'éloigne un petit peu, je commence à respirer, peut-être d'autres solutions vont s'ouvrir. Généralement, on fonctionne d'une façon très linéaire. C'est très linéaire. On ne se rend pas compte que le champ des possibilités est illimité, en fait. À tout instant. Tout instant. Oui, à tout instant. Regarde, on se voit aujourd'hui. Non, c'était pas prévu. Non, c'est une possibilité. Merci Anne-Marie. C'est une possibilité qui se manifeste. Et tout est comme ça, en fait. Et à partir du moment où je sors de mon carcan émotionnel, mon carcan physique, même de mon carcan spirituel, de mon carcan intellectuel, c'est-à-dire de tous ces cadres que j'ai à l'intérieur qui font que je vois le monde à travers ça, en fait. Il faut sortir du cadre. Sortons du cadre, mais dit ce co-créateur. Pour l'instant, c'est une vidéo qu'on vous transmet. Et je suis très heureuse de t'avoir rencontré, de pouvoir partager ça. Et puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, Jean-Marc. On te retrouve en France de temps en temps. De temps en temps, je retourne en France, mais en Provence, donner quelques stages, quelques soins. Enfin voilà, donc ça dépend comment ça se présente. Mais c'est sûr, c'est toujours un plaisir de partager, en fait. De pouvoir changer. On se voit. Merci beaucoup et on vous embrasse très très fort, chers co-créateurs, co-créatrices dans le monde entier. C'est bon de partager ces informations. Merci Jean-Marc. À bientôt. Bisous Thaïlande.